sur des consultations en téléconsultation. Et puis le reste du temps, donc vous avez 5 consultations qui sont payées par votre CVEC du début de l'année. Et puis il y a aussi des actions d'aller vers où normalement je vais en CTU 2 fois par semaine dans des CTU d'Aix-en-Provence pour pouvoir vous rencontrer, présenter le dispositif, répondre aux éventuelles questions. Et puis, dans ce contexte, encore une fois, de confinement, on est sur un autre format qu'on a proposé et qui a l'air de vous plaire, a priori, qui est le live Facebook, donc qui a lieu... Ah, ça y est, il y a des gens qui arrivent. Donc, les lives Facebook ont lieu les mercredis soirs et jeudis soirs. Et du coup, ce sont des lives où vous allez pouvoir poser des questions et vous allez pouvoir tout simplement apprendre des choses qui peuvent vous être intéressantes, qui peuvent vous apprendre à mieux gérer, en l'occurrence pour ce soir, pour le thème de ce soir, vos émotions, à mieux les comprendre et à pouvoir avancer et arrêter de vouloir repousser forcément toutes vos émotions parce que vous allez voir qu'elles sont vraiment un moteur pour vous et qu'elles vont vraiment vous permettre d'upgrader votre niveau de gestion de votre vie. Ah ça y est, il y a des gens qui arrivent, donc j'imagine que l'opération d'applaudissement sur le balcon vient de se terminer de votre côté. Moi je sais que chez moi c'est terminé aussi. D'ailleurs on pensera peut-être à décaler un petit peu le début du live pour pouvoir avoir ce petit temps. J'ai l'impression que ça dure à peu près 5 minutes à chaque fois. Donc, bonsoir Sonia, bonsoir tout le monde. Ça y est, ça commence petit à petit à se connecter. Donc comme je disais, le live de ce soir est principalement consacré aux émotions et je vous invite vraiment encore une fois à poser vos questions dans les commentaires, à répondre entre vous. N'hésitez pas, je sais qu'à chaque fois il y a plutôt une belle dynamique, donc je vous invite vraiment à questionner. C'est un espace de partage, un espace où vous allez pouvoir discuter entre vous. Bonjour David. Et donc voilà, donc ça y est, ça commence à se connecter un petit peu. Dites-moi déjà s'il y a eu du bruit au niveau au niveau de vos balcons, s'il y a eu du répondant. J'imagine que si vous arrivez à 5 minutes de décalage, c'est parce que vous étiez peut-être en train de participer à cet élan sur les balcons pour les professionnels de santé. Ou alors vous étiez peut-être en train de faire totalement autre chose. Je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être mon horloge qui débloque aussi. Dites-moi. Bonsoir Mélissa. Ok, ça commence à se connecter gentiment. Donc ce soir, on va parler principalement des émotions. Alors, déjà pour commencer, en quoi c'est intéressant les émotions? Les émotions, c'est vraiment, si on reprend la définition de base ou l'étymologie, pour ceux qui aiment bien le côté étymologique des choses, on est vraiment sur une étymologie latine qui veut dire vraiment mettre en mouvement. Une émotion, c'est de la mise en mouvement. On retrouve le côté motion, qu'on retrouve dans locomotion, qu'on retrouve dans plein de mots avec motion dedans, et qui parle vraiment de ce mouvement. Et en quoi c'est intéressant, c'est que vraiment, les émotions sont ce qui permet à la personne de se mettre en mouvement ou d'arrêter un mouvement interne ou comportemental. Et donc c'est vraiment par ce biais-là qu'on va pouvoir apprendre, qu'on va pouvoir agir, qu'on va pouvoir mettre en place des comportements, et sans émotion, concrètement, on ne pourrait rien faire. C'est vraiment grâce aux émotions qu'on va pouvoir, encore une fois, apprendre, changer, réagir à l'environnement, et c'est vraiment la fonction même des émotions. Bonsoir tout le monde, bonsoir Roméo, bonsoir, je lis pas très bien le russe, mais j'imagine que c'est Anastasia, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Donc bonsoir à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, à me poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à la poser plusieurs fois si vous voyez que je n'y réponds pas tout de suite. J'essaye en même temps de me connecter sur mon autre compte pour pouvoir voir vos commentaires de manière un peu plus opérationnelle. Ça n'a pas l'air de bien marcher, mais bon, on va essayer de faire un peu comme on a fait hier. Hier, ça avait l'air de fonctionner pas mal. Déjà, est-ce que vous allez bien? Dites-moi dans les commentaires si déjà, avant même de commencer vraiment le propos, si vous allez bien. Alors, j'attends que vous me répondiez. Roméo, est-ce que ça va aujourd'hui?
Anastasia, comment apprendre à gérer ses émotions? On va en parler. On va en parler bien évidemment. Ok. Bon, je vois qu'il y a des gens qui continuent de se connecter. Donc, déjà, il faut savoir que les émotions, c'est quelque chose d'une expérience. Donc, c'est vraiment une réelle expérience. Il se passe quelque chose. En vrai, je l'ignore. Tu ne sais pas comment tu te sens. Ok, intéressant. Ça va mieux que le début du confinement. Ah, il y a une sorte d'habituation peut-être. Avec le confinement, ça devient compliqué, mais tout va pour le mieux. Ok, très bien. Et toi, en pleine forme pour les émotions? Alors, je suis contente que tu ailles bien pour cette conférence. Enfin, c'est pas vraiment une conférence, hein, c'est vraiment un échange. Hein, ça doit être participatif. Et moi, je vais très bien. Je vais très très bien. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, au niveau des émotions, je suis au taquet. J'en ai eu toute la journée. Donc, vraiment, je suis au top du top des émotions. Donc, je vais pouvoir vous en transmettre plein. Très contente de vous retrouver. Et bien moi aussi je suis contente de tous vous retrouver. C'est vraiment un réel plaisir de voir que ça vous intéresse et que vous avez envie d'apprendre des choses par rapport aux émotions et par rapport à toutes les thématiques. Merci Roméo. Merci, merci. Alors là j'imagine qu'il y en a plein qui vont me dire joyeux anniversaire, donc je fais un merci global, mais vraiment c'est très touchant. J'ai eu ça toute la journée, je suis gonflée à bloc d'émotions. Donc pour parler des émotions, comme je vous disais, c'est une expérience, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Sans émotion, vous auriez l'impression que rien ne se passe. En général, quand on s'ennuie, c'est pas une émotion, c'est un manque d'émotion. Quand on s'ennuie dans un cours, par exemple, c'est justement que le cours ne génère pas d'émotion. Et en général, quand ça ne génère pas d'émotion, justement, ça ne crée pas de mouvement et donc on a du mal à apprendre, on a du mal à se concentrer, on a du mal à faire du lien entre les notions, on a du mal à comprendre ce que le prof dit. Donc vraiment les émotions, c'est vraiment comme je vous disais, une expérience qui va se passer. C'est une expérience corporelle et psychologique. C'est pour ça qu'on parle d'expérience psychophysiologique. C'est très physiologique parce que ça va reposer sur un système qui est intégré dans votre corps, qui est le système hormonal. Les émotions, c'est hormonal. Tout à l'heure, je parlais avec une étudiante avec qui on parlait de l'amour, qui n'est pas une émotion, hein, je tiens à le préciser, qui est un ensemble d'émotions. Mais finalement, j'en arrivais à lui dire que finalement, tout ça, c'était purement hormonal et que c'était du coup... voilà, désolée. Que c'était du coup quelque chose de très, très dans le corps, quoi. Si vous n'aviez pas de corps, vous ne pourriez pas vivre des émotions. Quand je parle du corps, je parle aussi du cerveau, qui fait partie du corps. On a toujours tendance à les séparer un petit peu, mais le fait d'avoir des émotions, on le sait tout simplement parce qu'il se passe des choses dans le corps en lien avec cette émotion. Alors, émotion égale hormone. Oui, les émotions sont hormonales et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a des perturbations hormonales, en fait on a un dérèglement émotionnel la plupart du temps. Enfin, je dis la plupart du temps, parfois. Oui, c'est tout à fait hormonal. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, alors on va traiter de ça toute la soirée, donc je vais vous en reparler, mais quand on a une émotion, ça active la production de certaines hormones et chaque émotion a son type de cocktail hormonal qui va activer le corps d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'activation de certains de vos organes d'une certaine manière qui vous permet de savoir que vous avez telle ou telle émotion. C'est l'activation vraiment du corps par les hormones. En fait, les hormones, pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, j'imagine que de toute façon, si vous êtes au Crous, vous êtes plus ou moins tous à la fac. Alors, je ne sais pas, c'est encore un peu nébuleux pour moi, j'ai pas encore tout appris par rapport à ça. Mais j'imagine qu'on a vu ça au lycée. Peut-être le système hormonal, on a dû voir ça rapidement, très très rapidement au lycée, mais c'est une grosse base de la psychologie, c'est de la neuropsychologie. Et en fait, on voit dans ces études que en fait, ce qui active les organes, ce sont les hormones envoyées par les glandes, donc les glandes hormonales. Alors, je vous la fais rapide, hein, je ne vais pas vous faire un cours de neuropsycho ce soir, mais il faut vraiment prendre en considération que vos émotions sont bien évidemment psychologiques, mais qu'elles sont énormément physiologiques, c'est-à-dire qu'elles sont naturelles. C'est-à-dire votre corps est conçu pour ressentir des émotions. Vous êtes
conçus pour ça. Et c'est pour ça que pour la question de la gestion des émotions, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour ne plus ressentir d'émotions, qui me formulent comme ça, et bien déjà en général ils ne parlent pas de toutes les émotions, hein. Quand on trie un peu, ils en veulent plus certaines, mais ils veulent bien ressentir d'autres émotions, mais surtout, si j'accédais à leur demande, ça serait renier comment le corps fonctionne, et concrètement il ne serait plus fonctionnel si on leur enlevait toutes les émotions. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des lésions cérébrales ou corporelles, au niveau des glandes hormonales par exemple, qui ne peuvent plus ressentir d'émotions, eh ben, ils ne sont plus totalement fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus, par exemple quelqu'un dont je sais pas, le système hormonal en lien avec la peur ne fonctionnerait plus, et bien concrètement ça serait quelqu'un qui se mettrait énormément en danger, et ça serait quelqu'un qui serait même dangereux pour les autres, et donc il ne serait plus fonctionnel et finirait par mourir. Parce que si on n'a pas peur, on meurt, en fait. Bon bref, on en reparlera. Mais vous voyez à quel point c'est quelque chose qui repose sur votre corps et qui repose sur aussi le côté psychologique. Donc je viens de vous dire que les hormones, que les émotions, c'était quelque chose de naturel. Encore une fois, vous êtes tous doués d'émotions. Vous êtes tous capables d'en ressentir, et ce, depuis votre vie in utero. Depuis vos premières cellules, dès que votre système hormonal a été mis en place et a été fonctionnel, vous avez commencé à ressentir des émotions. Alors que vous n'identifiez pas à l'époque comme étant ces émotions, vous mettiez bien évidemment pas des mots dessus, parce que les mots, c'est tout un apprentissage. Mais vous avez eu des émotions hyper rapidement. On parlait du stress la dernière fois. Le stress n'est pas une émotion, mais le stress peut être relié à certaines émotions, et en tout cas, ça engage un fonctionnement hormonal, et ça repose à peu près sur les mêmes systèmes. Donc d'ailleurs on peut être stressé, quelle que soit l'émotion, du moment où il y en a trop ou pas assez, on peut ressentir du stress. Bref, alors parce que la peur protège du danger et pousse à réagir pour pas mourir, quoi. Ben ouais, en fait Gabriel, si t'as pas peur, bah tu meurs, en fait, concrètement. Mais c'est vrai à peu près pour toutes les émotions, hein, pour le coup. Ok, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Alors je suis désolée, je ne vois pas très bien vos commentaires, encore une fois. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, mais c'est un peu le problème d'être en téléconférence depuis chez moi, où ça capte moyennement. Mais voilà, si vous avez des questions par rapport déjà aux émotions, le côté corporel de la chose, s'il y en a qui doutent, qui ne me font pas totalement confiance, et vous avez raison, hein, après tout on ne se connaît pas, vous pourriez ne pas me faire confiance par rapport à ça. Mais déjà, demandez-vous comment vous savez que vous avez une émotion. Quand vous avez une émotion, ben comment vous êtes au courant de ça? Généralement, quand je pose cette question-là, ben en fait, de quoi les gens me parlent? Ben soit ils me disent, ben je le sais. Dans ce cas-là, je me dis, ok, mais comment vous le savez? Je leur repose plusieurs fois la question. Et puis, à un moment donné, ils finissent toujours par me parler d'une sensation. Une sensation dans le corps, je sais pas, le cœur qui s'accélère, la respiration qui est comme ça ou comme si, une certaine tension dans certains endroits du corps, un sentiment de détente, de la chaleur ou de la fraîcheur, les mains moites, ou alors concrètement les tripes qui se serrent, ou peu importe, en tout cas tout un ensemble de sensations corporelles qui viennent dire ok, il se passe quelque chose, il y a du mouvement à l'intérieur, il se passe vraiment quelque chose dans le corps. La tristesse a-t-elle uniquement une valence négative? Non. Au niveau corporel notamment. Non, alors en fait, c'est ce qu'on va voir ce soir, et c'est un des grands propos que je peux avoir avec les patients, c'est que aucune émotion n'est positive ou négative à la base. Elles sont toutes intéressantes, et toutes apportent une information, et donc j'en viens à ce propos-là. En fait, toutes les émotions créent du mouvement, mais apportent aussi une information sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur du corps. J'ai vu qu'il y avait marqué des choses au niveau de la mauvaise, une bonne ou une mauvaise émotion. Pareil, elles sont ni bonnes ni mauvaises. En soi, c'est la place qu'on leur donne et comment on les accueille et comment on les gère qui va en faire des choses agréables ou désagréables, fonctionnelles ou pas fonctionnelles, opérationnelles ou non opérationnelles. C'est vraiment comment on réagit à cette émotion qui va faire en sorte que sur lequel on va pouvoir mettre une valence en fait.
Du coup, quelqu'un qui a atteint d'alexithymie, ah, il y en a qui sortent des grands mots, super, ressent quand même quelque chose et n'arrive juste pas à identifier ou il ne ressent rien du tout. Alors, c'est un peu... ça dépend, en fait. Ça dépend de comment ça se construit. Mais en gros, il y a des personnes qui, effectivement, pour lesquelles il se passe quelque chose dans le corps. Donc, le système hormonal envoie bien l'information de l'activation des organes dans le corps, sauf que cette information soit ne remonte pas au niveau du cerveau et donc n'est pas interprétée et donc on ne ressent pas ce qui se passe dans le corps, soit au contraire, le système hormonal est tellement brouillé et tellement perturbé que du coup l'envoi de l'activation de certains organes ne se fait pas et en fait du coup la personne ne ressent pas les émotions parce qu'en fait elle n'en produit pas, ce qui n'est pas fonctionnel non plus. Dans tous les cas, on a besoin de créer des émotions et d'en ressentir dans une certaine mesure. Les gens qui sont au contraire trop sensibles ou qui ont vraiment les émotions à fleur de peau, c'est justement qu'en fait ils ressentent très très fortement les informations de leur corps et que aussi leur système hormonal envoie des signaux très très forts, donc une activation très forte du corps. Donc c'est l'inverse de l'alexithymie et dans ce cas-là, effectivement, c'est difficile à gérer parce que c'est trop fort, ça devient plus fonctionnel. Donc on verra que dans la gestion des émotions, c'est intéressant de se dire finalement où est-ce que j'en suis. Est-ce que mon émotion est bien dosée par rapport à la situation? Est-ce que c'est fonctionnel? Et comment je suis en rapport avec cette émotion-là? Est-ce que je suis OK avec le fait de ressentir des choses ou pas? Donc c'est comme tout, il faut un équilibre. Oui, c'est un équilibre. Alors je ne sais pas s'il faut un équilibre, mais en tout cas, on peut viser à un équilibre, mais c'est normal que ça soit déséquilibré parfois. Hein, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas des machines. Il y a des moments où il y a des émotions qui prennent le dessus et c'est peut-être bien qu'elles prennent le dessus. C'est est-ce qu'on va l'accepter ou pas et qu'est-ce qu'on va en faire qui va être important. Si dérèglement hormonal, je peux agir dessus en gérant mes émotions, ça fonctionne dans ce sens aussi. Eh ben en fait, alors ça dépend du dérèglement hormonal, mais effectivement, on peut agir dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on apprend à gérer ses émotions, en fait, à les gérer vraiment, hein, pas à les contrôler, mais vraiment à faire avec. En fait, on a une régulation qui se fait et ça aide le système hormonal qui n'a plus besoin d'autant envoyer de signaux et d'envoyer une réaction plus forte, puisqu'on apprend à décrypter ce qui se passe dans le corps. Et donc, on prend l'information beaucoup plus rapidement. En fait, les émotions, c'est un peu comme... Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des enfants ou qui se rappellent avoir été enfants ou qui ont géré, qui ont fait des babysitting ou de l'animation, je ne sais pas trop quoi. Moi, j'ai des enfants, donc je le vois au quotidien. En fait, les émotions, c'est un peu comme si c'était issu d'une partie de vous qui est beaucoup plus archaïque, beaucoup plus immature, on va dire, sans jugement de valeur, encore une fois, hein, mais beaucoup plus proche de votre nature, un peu moins réfléchie, un peu moins corticale, un peu moins... un peu plus naturelle, en fait. Un peu. Et puis, cette partie-là, elle s'exprime, parce qu'elle a des informations à vous faire passer pour que vous puissiez vous adapter à certaines situations. Et si vous n'écoutez pas ce message, et ben c'est un peu comme quand, mon fils, mon petit dernier qui a 3 ans, qui a quelque chose à me dire, et ben si je l'écoute pas, si je fais comme s'il n'était pas là, si je gère ce que j'ai à gérer parce que je trouve que c'est plus important, et ben à un moment donné, il va commencer à me parler plus fort. Et puis si je l'écoute toujours pas, il va commencer à crier. Et puis si je l'écoute toujours pas, il va commencer à me tirer sur la jambe. Il va commencer à se rouler par terre, à taper du poing. Enfin bon, je ne laisse jamais aller jusque là, mais c'est ce qui se passerait si je l'écoutais pas. Et ben les émotions c'est pareil, c'est-à-dire qu'elles ont un message à vous faire passer pour que ça soit fonctionnel. Si vous n'écoutez pas, elles vont augmenter en intensité jusqu'à un moment, si vous écoutez vraiment vraiment jamais vos émotions, et ben en fait elles vont plus vous parler. Et on va retomber sur les problèmes d'alexithymie où il y a une coupure de l'information puisque de toute façon vous n'écoutez pas. Donc on peut avoir une coupure de l'information, soit ça n'active plus les organes, soit vous avez juste plus accès à l'information mais les organes fonctionnent quand même. Et de l'extérieur même des gens peuvent vous dire non mais là t'as le cœur qui s'accélère, t'as pas l'air bien, et la personne va dire bah non pas du tout, elle va pas du tout ressentir ce qui se passe dans son corps.
Donc les émotions, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que vous voyez ça comme un petit enfant de 3 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il a des choses, et la vérité sort de la bouche des enfants, ben, la vérité sort de la bouche de vos émotions. C'est-à-dire, c'est très bizarre dit comme ça d'ailleurs, mais en tout cas, c'est-à-dire que vos émotions vous donnent une information essentielle sur ce qui est en train de se passer pour vous à l'intérieur. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et les émotions, on parle des émotions chez l'être humain, mais on pourrait aussi parler des émotions chez les animaux. Il y a énormément d'animaux chez lesquels on va retrouver des émotions. On en parlera tout à l'heure, des émotions de base, des émotions primaires, qu'on retrouve chez certains animaux, qu'on ne retrouve pas forcément chez tous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas, mais peut-être qu'on ne les reconnaît pas. Tout simplement parce qu'ils les expriment peut-être différemment. Je ne sais pas comment la fourmi interpréterait ou vivrait la tristesse. Je ne sais pas si elle est capable d'en ressentir, mais en tout cas, si elle l'exprimait, probablement que je ne le verrais pas. Déjà parce qu'il faudrait que je regarde, elles sont toutes petites, et puis probablement qu'elle l'exprimerait d'une manière qui est totalement différente de la mienne. Alors, quand on est hypersensible, alors j'ai peut-être loupé des commentaires, les sociopathes n'ont pas d'émotion. Alors, pas forcément. Pas forcément, ça dépend des sociopathes, pour le coup. Ouais, pour la question, il y a des sociopathes qui sont capables d'être très en colère, par exemple. Des psychopathes aussi, d'ailleurs. Mais vraiment, ça dépend de comment c'est construit. Mais oui, il y a des formes de psychopathie où vraiment les personnes ne ressentent pas les émotions. On est dans une forme justement d'alexithymie où la personne ne ressent pas les émotions, elle est déconnectée et du coup, vous verrez que ça va créer des problèmes dans le sens où il n'y aura pas de limite, quoi. Donc quand on est hypersensible et qu'on ressent, alors j'essaie de lire vos commentaires, et qu'on ressent les émotions trop fortement, est-ce que les médicaments type thymorégulateur peuvent aider? Qu'en pensez-vous? Merci d'avance. Alors moi je penserais toujours que c'est pas mon rôle de dire si les médicaments c'est bien ou pas. En tout cas, les thymorégulateurs, c'est-à-dire les régulateurs de l'émotion, souvent ont un rôle justement sur le système endocrinien et donc sur le système hormonal, et qu'en fait ils vont agir tel que devrait agir votre corps, c'est-à-dire qu'ils vont activer les glandes qui envoient les messages pour activer les organes, ou au contraire ils vont brider ces glandes, ce système hormonal, pour que ça active moins le corps. Je pense que dans tous les cas, ce genre de médication, dans tous les cas, doit être prescrite par un médecin qui sait de quoi il parle. Donc en général, les psychiatres ou même les médecins généralistes peuvent déjà prescrire quelques traitements. Moi, ce que j'en pense, c'est que je serais toujours plus favorable à apprendre à gérer ses émotions et apprendre à les reconnaître et à vivre avec que de prendre des médicaments. Mais en général, quand on prescrit des médicaments, c'est qu'on est arrivé à un tel stade qu'en fait, les personnes, ils sont trop en crise. Et dans ce cas-là, ça peut être utile pour passer la crise et pour baisser et pour permettre au corps de se reposer avant d'exploser. D'exploser, je ne parle pas littéralement, bien évidemment. Mais pour éviter de vraiment péter un câble et de décompenser totalement, et des fois la médication, ça peut être une solution temporaire, voire sur du long terme si vraiment le corps a été vraiment trop impacté ou ne fonctionne pas bien au niveau endocrinien. Est-ce que le regret est une émotion ou pas? On en parlera tout à l'heure, je vais vous lister quelques émotions. C'est possible si on a des problèmes endocriniens d'avoir des émotions plus fortes et qu'on arrive moins à les contrôler. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, Tiffany. Oui, mais en fait c'est ce qui arrive toutes les périodes de perturbations endocriniennes, c'est-à-dire des hormones, perturbations hormonales, et on voit que les émotions elles sont hyper sollicitées. Il y a même des gens qui ne se reconnaissent pas dans ces périodes. Alors les périodes de modification hormonale intense, ça va être les crises de croissance chez l'enfant. Il y a des périodes, il y a des moments où à un moment donné on ne reconnaît plus l'enfant, il est en colère, il est triste, ou alors il est hyper joyeux, mais juste parce qu'en fait hormonalement il se passe des choses qui sont en lien avec sa croissance, et du coup en fait voilà, ces hormones sont sollicitées. C'est ce qu'on voit aussi au niveau de l'adolescence. C'est quand même pas anormal d'avoir une perturbation hormonale à ce moment-là, parce que les hormones sont hyper sollicitées. Il y a beaucoup de changements dans le corps à ce moment-là.
Donc ça peut arriver. La grossesse, hormonalement, il se passe énormément de choses, et ben ça perturbe le système hormonal et ça perturbe les émotions, forcément. Je dis forcément, c'est pas une obligation, mais c'est très 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 fréquemment le cas. Dès qu'il y a un problème de thyroïde, généralement les gens s'en rendent compte. Donc thyroïde, qui est une glande justement qui est censée réguler le fonctionnement du corps, et ben quand il y a un problème au niveau de la thyroïde, forcément il y a des problèmes au niveau de plein de comportements, mais aussi au niveau des émotions. Et en général, les gens qui viennent en thérapie et pour lesquels vraiment on ne comprend pas trop ce qui se passe au niveau des émotions, très généralement je leur demande s'ils ont un problème de thyroïde ou s'ils ont un problème dans leur famille au niveau de la thyroïde, s'ils ont fait contrôler, parce que ça sert à rien de gérer à un niveau psychologique quelque chose qui est en train de bugger dans le corps. Ou au moins qu'on le sache, et si vraiment ça bug, ben on fait une action conjointe corps et psychologique, puisque c'est à ces deux niveaux-là que ça se passe. Tu auras plus de réactions disproportionnées, par exemple, pleurer quand on ne te dit pas bonjour, alors qu'en temps normal, ça te ferait ni chaud ni froid. Oui, par exemple. Ok, donc vous aurez bien compris que ça se passe dans le corps et que c'est une expérience psychologique, c'est-à-dire que ça se passe au niveau aussi de votre cerveau et de l'interprétation que va donner votre cerveau de ces signaux-là, de ces sensations-là. Alors, je vais vraiment... C'est à ce moment-là où je vais vous expliquer qu'en fait, effectivement, j'ai dit que les émotions étaient naturelles. La preuve, c'est qu'on les retrouve chez les animaux, mais que c'est aussi culturel et au niveau de votre... Alors quand je parle de culture, je ne parle pas forcément d'une culture en particulier, je parle vraiment de votre culture personnelle, c'est-à-dire de la manière dont vous êtes constitué au niveau de votre psychologie. On ne va pas tous réagir aux mêmes choses. Quand on dit l'émotion vient nous donner une info essentielle sur soi, ok, mais concrètement, peut-on avoir un exemple d'une situation qu'on déchiffrait sans besoin? Oui, j'y arrive après. Je vais vous décrypter émotion par émotion, on va prendre les émotions de base et je vais vous dire ce qu'elles vous donnent comme type d'information. Est-ce que le fait d'avoir une maladie neurologique peut engendrer de l'empathie ou une hypersensibilité? Oui. Oui, tout à fait. Une maladie neurologique ou de toute façon, dès que le cerveau est atteint, vous avez presque quasiment des risques de modification, des chances ou des risques, ça dépend comment vous le voyez, de modification au niveau émotionnel. C'est un signal pour tes semblables afin de leur faire comprendre que quelque chose ne va pas. Oui, Maxime. Maxime, es-tu un étudiant en psycho? Peut-être, je ne sais pas. Ok, donc on continue. Donc je vous ai dit que c'était quelque chose qui était culturel dans le sens où on ne va pas tous réagir à la même chose et que selon comment vous avez été éduqués, vous n'avez pas le même rapport aux émotions. C'est-à-dire que même si tous vous êtes capables de vivre des émotions, d'en ressentir dans le corps, que ça mette en place les signaux dans le corps, vous n'allez pas les utiliser de la même manière et vous n'allez pas avoir le même rapport aux émotions. Par exemple, si vous venez d'une famille où la colère est prohibée, c'est-à-dire qu'elle est interdite parce que ça se fait pas, parce que si quelqu'un se met en colère, c'est pas bien, parce que je sais pas, la grand-mère est malade, il faut la protéger, faut pas trop l'embêter, faut pas faire trop de bruit parce qu'il y a un bébé qui dort, je sais pas, enfin il y a des contextes familiaux où c'est comme ça. Mais si vous êtes dans un contexte où vous grandissez avec cette notion de la colère, c'est pas bien, c'est interdit, et bien peut-être que vous allez forcément vous allez développer un rapport à la colère qui va être différent de quelqu'un qui vit dans une famille où tout le monde se met en colère tout le temps, où il y a des disputes à table, où les gens se bagarrent, où il y a des bastons. Voilà. Forcément, ça va moduler votre rapport aux émotions. Et c'est pour ça que la plupart des psys, quand on traite des histoires d'émotions, eh ben on va questionner sur comment c'était au niveau émotionnel dans votre famille. On va bien évidemment prendre aussi en considération le contexte culturel ou social dans lequel a grandi la personne. Encore une fois, moi je travaille à moitié au Sénégal, et ben on n'a pas le même rapport aux émotions en France et au Sénégal. Par exemple, au Sénégal, alors je fais des grandes généralités encore une fois, parce que ça dépend vraiment, ça dépend des ethnies, ça dépend des familles, ça dépend de tout ça, mais globalement, ils ont un rapport à la colère, par exemple, qui est beaucoup plus libéré qu'en France.
En France, dès qu'un enfant se met en colère, on essaie de le calmer, on lui dit que c'est pas bien. Voilà, il y a un rapport à la colère qui est, on est plutôt dans l'évitement du conflit. D'ailleurs, on va essayer de ne pas mettre en colère quelqu'un, voilà, de ne pas trop le déranger, de ne pas faire trop de bruit. Voilà, au Sénégal, clairement, ben, si les gens sont en colère, eh ben, ils crient. Voilà, ça peut arriver que ça se bastonne dans les rues ou dans les cours, peu importe. Et puis une fois que c'est passé, c'est passé. Donc on a un rapport émotionnel. Alors encore une fois, gros cliché, hein, mais on a un rapport aux émotions qui va être modulé par notre éducation émotionnelle. Même si on est tous capables, encore une fois, de vivre et de ressentir les émotions dans notre corps. Alors, ça me rassure parce que j'ai parfois l'impression d'être une psychopathe. Ouais, j'ai des changements d'humeur, c'est une catastrophe pour ma famille et moi-même. Alors après, il y a des types de psychopathologie qui jouent sur l'émotion, par exemple la bipolarité, par exemple, voilà. On a vraiment un rapport entre psychopathologie et émotion. Chaque psychopathologie ou chaque formation psychique, qu'elle soit pathologique ou non, entraîne un rapport aux émotions particulières. Par exemple, on sait très bien que la dépression, souvent les dépressifs sont en lien avec la tristesse, par exemple. C'est pas toujours le cas, mais c'est très très fréquent. Ça dépend des types de dépression, mais on est très souvent là-dessus. Ouais. Alors, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Non, ok. Donc, je vous ai dit que les émotions, c'est naturel et qu'en même temps, c'est culturel. Encore une fois, si vous êtes dans une famille où il y a interdiction de la colère, mais que vous en ressentez parce que c'est légitime par rapport à votre fonctionnement, et quand on va expliquer à quoi sert chaque émotion, vous allez voir que en fait, c'est normal de toutes les ressentir. Mais si c'est interdit pour vous alors que vous devriez ressentir de la colère, et bien peut-être que vous allez apprendre subtilement à déguiser cette colère en une autre émotion. Par exemple de la tristesse, si elle est mieux acceptée ou plus tolérée dans votre contexte social. C'est pour ça qu'en thérapie, je vois très souvent arriver des gens qui me disent « mais je comprends pas, je pleure tout le temps, pourtant j'ai pas de raison, ma vie est bien, tout ça, je pleure tout le temps ». Et moi je vois la personne et j'ai l'habitude, c'est mon métier, de voir des émotions et de travailler avec ça. Et je vois très bien que des fois, des personnes qui parlent de tristesse et qui ne comprennent pas pourquoi elles sont tristes, ne sont en fait pas tristes, mais parfois c'est de la colère qui est refoulée, qui n'est pas acceptée, qui n'est pas traitée, et du coup elles essayent de plus être tristes, sauf qu'en fait elles ne sont pas tristes, elles sont en colère. Donc en fait elles n'arrivent jamais à régler leur problème de tristesse parce que le problème n'est pas la tristesse. Et que si elles réglaient leur problème de tristesse, et ben en fait elles se retrouveraient face à la colère qui est ingérable pour elles, donc c'est plus facile de faire avec ce masque de tristesse que de gérer vraiment la colère qui est à l'intérieur d'elles. Donc c'est, encore une fois, ce que vous allez percevoir des émotions de l'autre, c'est pas forcément ce qui se passe totalement à l'intérieur de lui. Il peut y avoir des masques, il peut y avoir des millefeuilles émotionnels, quand vraiment il n'y a aucune émotion qui est vraiment acceptée dans la famille. Hop, 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 les gens ils se construisent des petits millefeuilles. Alors, il y avait une émotion à la base, puis elle n'a pas été acceptée, et puis on en a mis une autre, et puis nous on voit l'émotion de surface, et quand on creuse, en fait, on a toute une multitude d'émotions en dessous. Donc ça, c'est très, très, très fréquent. Donc, les émotions, c'est vraiment réactionnel, c'est-à-dire que c'est une réaction de l'organisme et de la personne en entier, donc psychologiquement et psychiquement et physiquement, physiologiquement, à un élément. C'est toujours par rapport à quelque chose. On ressent toujours une émotion par rapport à quelque chose, que ce soit un élément externe, par exemple, je vois un lion à l'extérieur de moi, c'est dangereux pour moi, donc je ressens de la peur, par exemple, ou alors ça peut être une réaction générée de manière interne. Par exemple, je me raconte que je risque d'attraper le coronavirus et c'est ingérable pour moi, mais c'est quelque chose que je me suis raconté. Je me suis fait cette peur toute seule. Alors bien sûr, le contexte aide, hein, mais c'était un exemple. Mais il y a énormément de gens qui, notamment les gens très créatifs, les gens anxieux, par exemple, ils sont capables de se créer des scénarios eux-mêmes pour pouvoir se générer des émotions eux-mêmes. La plupart des anxieux font ça. Ils stressent, ou ils ont peur, ou ils sont en colère par rapport à des choses qu'ils se racontent. Donc comme je vous ai dit, les émotions, c'est réactionnel.
Et il y a toujours un but à l'émotion, comme je vous ai dit, c'est de la mise en mouvement, c'est de créer un mouvement pour pouvoir gérer une situation. Donc en fait, une émotion, c'est transitoire. C'est un vecteur de changement. Ça permet d'adopter un nouveau comportement ou de modifier sa réaction pour pouvoir gérer une situation. Donc, on est d'accord que si c'est quelque chose de transitoire, c'est pas censé durer dans le temps. Une émotion, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Et vu que c'est quelque chose d'hormonal, en fait, on est censé avoir la décharge hormonale, la réaction physiologique au niveau des organes qui va avec, l'information qui revient au cerveau. Et puis, à un moment donné, on adapte son comportement, on fait quelque chose, on pense quelque chose, peu importe. Et puis après, la situation change et ça va mieux, normalement. C'est vraiment une situation de transition. Les personnes qui arrivent à ressentir la même émotion pendant très longtemps, c'est très souvent soit parce que le stimulus est externe et en fait il est répété. C'est ce qu'on voit par exemple dans les situations de harcèlement, c'est des petites choses qui sont répétées au quotidien. Soit c'est parce que la personne se raconte quelque chose et qu'elle fait durer, finalement, qu'elle se réactive au niveau émotionnel. C'est ce qui se passe par exemple sur les deuils, où les personnes, à force de se raconter qu'elles sont tristes et à quel point la personne leur manque, en fait elles continuent à être tristes alors qu'en fait c'est déjà passé depuis longtemps. C'est ce qui se passe quand on a été en colère, par exemple on s'est pris la tête avec quelqu'un et quand on se raconte à quel point cette personne nous a mis en colère, à quel point c'était pas possible, à quel point on était énervé, mais en fait on se réactive et on est capable comme ça de se faire durer des colères pendant des années. Il y a des personnes, ils sont encore capables des années après, on voit ça notamment chez les personnes âgées, ils sont capables des années après de se remettre en colère pour quelque chose qui est arrivé 10, 20, 30, 40, 50 ans auparavant, avec des gens qui sont peut-être déjà morts, qui sont peut-être plus là, enfin... On est capable en fait de se créer des émotions tout seul, comme des grands, en se racontant des choses. C'est le pouvoir de l'imaginaire. Donc, ça on en parlera parce que très 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 souvent, c'est le cas. En fait, il y a l'émotion que vous devez ressentir dans une situation, et puis il y a comment vous la faites durer. Ok, on avance un peu. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Déjà, si vous deviez avoir une émotion avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, ou le plus à l'aise, ça serait laquelle d'après vous? Parce qu'en fait, encore une fois, je vous ai dit que vous aviez forcément des émotions avec lesquelles vous seriez plus à l'aise que d'autres, selon votre éducation, selon votre contexte familial. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont très à l'aise avec la colère? Ils ont l'impression que leur émotion de base, c'est la colère. Je vous laisse le temps de répondre, il y a un petit décalage, mais... En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous diriez que votre émotion de base, c'est la colère, la tristesse, bref, ce que vous avez perçu déjà de vous par rapport à ça. Ou sinon, si vous ne me le dites pas à moi ou dans le chat, dites-le plutôt, vous pouvez vous le noter aussi sur votre feuille, l'émotion que vous avez identifiée de vous. Alors, on en parlera, mais de toute façon, à force de ressentir une émotion, du coup, à force de s'activer corporellement plus souvent sur un mode émotionnel, ça modifie le fonctionnement du corps. C'est-à-dire, tout le fonctionnement du corps. C'est-à-dire que les gens dont l'habitude est d'être tristes pendant des années, ça peut presque se voir au niveau de leur corps. C'est-à-dire que tout leur corps parle tristesse. Ils ont un fonctionnement, alors c'est ce qu'on appelle l'analyse comportementale. Dans l'analyse comportementale, on a ce genre de choses, mais il y a des personnes qu'on voit arriver dont le profil, dont l'attitude, dont le tonus musculaire nous fait directement penser à une émotion. On voit les gens quand ils sont en colère, du coup c'est des gens relativement toniques ou hyper réactifs, ou les gens qui sont plutôt en mode tristesse, on sent qu'il y a plutôt un ralentissement, ou alors un visage qui est imprégné de tristesse, on sent qu'il l'a ressenti assez souvent. Je ne sais pas si vous connaissez des gens un peu comme ça, pensez à vos profs, ou des gens que vous avez regardés un petit peu souvent, des gens de votre entourage, ou des gens que vous diriez, ah oui, lui son émotion c'est la tristesse, la colère... Voilà, n'hésitez pas à penser à des gens de votre entourage, mais en tout cas, ça marque le corps. D'ailleurs, on le dit, les gens qui sont colériques, ils développent un certain type de pathologie physique parce que leur corps a été activé, je sais pas, des ulcères. Voilà, après,
pourrait faire des théories un petit peu sur le lien entre les pathologies physiques et les émotions. Ça serait peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y a des liens qu'on peut faire assez fréquemment entre des pathologies physiques et des émotions. Ok, bon, s'il n'y a toujours pas de questions, je continue. Donc je vous ai dit que c'était naturel et culturel, et il y a un certain... et en fait, si on me demande quelles sont les émotions, de toutes les nommer, je vais être bien embêtée, parce que, en fait, toutes les nomenclatures ou toutes les grilles de lecture des émotions, ben, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y en a certains qui disent qu'il y en a 8 de base, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 10, d'autres qui disent qu'il y en a 7. Moi, je vais partir d'une définition ou d'une typologie qui est celle de Paul Ekman. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paul Ekman. En fait, il a inspiré la série Lie to Me, qui est une série qui parle de l'analyse comportementale et de comment décrypter les émotions et donc faire des hypothèses sur les intentions des personnes en analysant les micro-mouvements, les micro-expressions du visage et tout ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez Lie to Me, c'est une série que moi personnellement j'adore parce que je suis psy, donc forcément c'est une série qui me parle. Mais en tout cas qui permet déjà de savoir à peu près qu'est-ce que c'est que l'analyse comportementale et le lien aux émotions et le fait qu'il y ait des micro-expressions. En tout cas, cet Américain, Paul Ekman, a fait un tri. En fait, il est parti un peu partout dans le monde et il a découvert, ou en tout cas il a fait l'hypothèse qu'il y avait des émotions de base qui étaient communes à toutes les cultures. Donc autant il y a des différences interculturelles, autant dans toutes les cultures, on retrouverait un certain nombre d'émotions de base avec une certaine morphologie faciale assez intéressante à pouvoir voir. Pardon, ça coupe un petit peu. Lie to Me, meilleure série, ça me donne envie de la regarder de nouveau. Mais oui, Gabriel, j'adore Lie to Me, c'est vraiment génial. Ok. Donc, les émotions que décrit Paul Ekman, il y en a 6. Voilà, il y en a 6. Il y a d'autres nomenclatures où il y en a 7, mais là, il y en a 6. Donc, en gros, il y a la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût et le mépris. C'est vraiment les 6 émotions primaires qu'on retrouve quelles que soient les cultures et qui s'expriment à peu près de manière similaire en termes d'émotions et d'expressions et de micro-expressions, surtout faciales. On va les reprendre un petit peu une par une et je vais faire le lien entre l'expression que ça peut donner ou la corporalité que ça peut donner, les symptômes et les sensations que ça peut donner et aussi ce à quoi elles servent. Parce que autant on peut avoir des demandes de gérer les émotions, de ne plus les ressentir, c'est que des émotions négatives. Ah, j'ai oublié la joie. Je l'avais dit ou pas la joie? Je ne sais plus. En tout cas, il y a la joie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, justement, on a plus de mots pour les émotions que l'on dit négatives ou désagréables ou quoi, que pour les émotions positives. Mais vous verrez que vraiment, c'est une raison très fonctionnelle, on va dire. Donc, pour le coup, je sais pas, par laquelle vous avez envie de commencer? Alors, on va commencer par la peur. Plus simple. Donc, la peur, elle se présente au niveau facial. Alors encore une fois, on est sur de la parapsychologie, quand on est sur l'analyse comportementale. C'est quelque chose que des chercheurs ont montré, mais qui n'a pas de valeur scientifique dans l'absolu. D'accord? Prenez ça avec des pincettes, c'est pas une science exacte, c'est pas... voilà, c'est des indications, on va dire. Donc la peur. La peur, sa fonction première, c'est d'identifier et de montrer, en tout cas elle révèle qu'il y a du danger identifié par votre cerveau. Il y a vraiment la notion de danger derrière la peur. Ça va vous sembler, tout ce que je vais vous dire sur les émotions, ça va peut-être vous sembler un peu basique, mais en même temps c'est bien de le redire. Donc la peur se met en place quand il y a un danger identifié, que ce danger soit réel ou imaginaire. Il n'y a pas besoin d'être face à un réel danger. Par exemple, quand vous avez peur de rater un examen, c'est pas la même chose que quand vous avez peur face à un lion qui est face à vous. La notion de danger est quand même relative, d'accord? Mais que ce soit une peur réelle pour votre vie ou que ce soit une peur
sociale ou que ça soit une peur, voilà, on est toujours face à un danger. Donc quand vous avez peur, demandez-vous, ok, c'est quoi ce que j'identifie comme un danger? Donc ça peut être intéressant. En général, quand on a peur, il y a différentes façons de réagir, parce que comme je vous ai dit, une émotion c'est transitoire, donc ça amène un certain type de comportement. Quand on a peur, il y a 3 façons de réagir. Il y a la fuite. Donc en gros, on va avoir les jambes qui vont commencer à s'activer, le sang qui part de la tête, qui part des mains, et les jambes qui commencent à bouger dans tous les sens, et en général, la fuite. Donc ça vous prépare physiologiquement à fuir. En général, c'est avec ce comportement de fuite, il y a aussi des fuites au niveau gastrique, hein, parce qu'il faut s'alléger pour courir plus vite. Donc on peut avoir ce genre de réaction aussi. Et puis, deuxième façon de réagir quand on a peur, c'est la feuille morte, parce que dans nos temps ancestraux et face à des prédateurs animaux, notre cerveau limbique, alors tout ce que je vous dis, hein, c'est pas prouvé scientifiquement, on n'y était pas, c'est comment les scientifiques racontent la chose actuellement, mais en tout cas, il y aurait une partie de notre cerveau, le cerveau reptilien, le cerveau le plus archaïque, la partie la plus archaïque de notre cerveau, qui aurait appris que les prédateurs peuvent être sensibles au mouvement, et du coup, le fait de ne pas bouger serait une façon de nous protéger. La peur, c'est identifier un danger, et donc c'est en vue de nous protéger. Donc pour nous protéger, la fuite, la feuille morte, on ne bouge plus. Alors c'est ce qui se passe quand on a tellement peur qu'en fait on ne sait plus quoi dire, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à bouger, on est pétrifié, on est stupéfait. Voilà, c'est ce genre de réaction. J'aime ce film d'animation. Ah oui, vous parlez de celui sur les émotions, alors je me souviens jamais de son nom, mais effectivement il est très intéressant. Donc ça c'est la deuxième façon de réagir quand on a peur, ou alors la peur peut entraîner une troisième conduite, un troisième comportement qui est l'attaque, parce que la meilleure défense face à un danger, c'est l'attaque. Et dans ce cas-là, on va avoir toute une réaction physiologique qui va être vraiment différente et qui va ressembler un peu à de la colère, parce que il va falloir se défendre et attaquer l'autre pour pouvoir, ou attaquer la menace pour pouvoir avancer, se sauver sa peau. Donc voilà. Donc face à la peur, il y a un certain nombre de choses physiques qui se passent, et vous l'aurez compris, 3 façons de réagir: la fuite, la feuille morte et l'attaque. Ok, mais en tout cas, quand vous avez peur, ça sert à rien de se dire la peur ça sert à rien. La peur, ça sert à vous protéger, donc prenez l'information. Ok, j'ai peur, ça veut dire que j'identifie un danger. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous rationaliser, vous raisonner par rapport à ça, ou essayer de gérer ça différemment. Oui, vice-versa, c'est ça. Merci pour le rappel. Donc, autre émotion, la tristesse. Alors encore une fois, ça fait partie des émotions. On dit ah là là, la tristesse, ça sert à rien d'être triste. Non. Vous verrez qu'on dit ça par rapport à toutes les émotions. Mais en tout cas, la tristesse, si vous êtes triste à un moment donné, ou si quelqu'un est triste autour de vous, ça donne une information qui est une information souvent de perte. Idem, j'adore cette série. J'adore la série, j'adore le dessin animé vice-versa, j'adore tout ce qui parle des émotions, j'adore. Donc la tristesse informe sur la perte. Donc en général, on est triste quand on a perdu quelque chose. Encore une fois, que ce soit quelque chose de réel ou quelque chose d'imaginaire. Quand on perd sa tétine, quand on est un enfant, on peut être très triste, pleurer, tout ça. C'est une perte réelle. Mais par exemple, quand je sais pas, par exemple, je sais pas, quelles sont les autres pertes. Par exemple, quelqu'un passe à la retraite. Eh ben, il a perdu son boulot, ok, mais il a peut-être perdu aussi des choses qui sont un peu plus imaginaires, comme un statut social, comme une activité, enfin bref. Des fois, il y a des choses comme ça, par exemple là, par rapport au coronavirus, il y en a qui effectivement ne pourront pas partir en vacances ou je sais pas trop quoi, ou faire des stages. Et ben en fait, ils perdent en même temps quelque chose de réel, et ils perdent en même temps tout ce qu'ils ont imaginé, ou tout ce qu'ils ont rêvé par rapport à ce truc-là. Quand un couple se termine, on peut se sentir triste parce qu'on n'a plus la personne, mais aussi parce qu'il va falloir faire le deuil de tout ce qu'on a imaginé faire avec cette personne plus tard, qui ne sont pas des choses réelles, mais qui sont des choses imaginaires. Donc, on peut aussi perdre des idéaux. Par exemple, quand on apprend que le Père Noël n'existe pas,
c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je suis persuadée que vous pouvez penser qu'il existe ou qu'il n'existe pas, chacun ses croyances. On fera une soirée sur les croyances, je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, donc la tristesse informe sur la perte de quelque chose. En général, il y a plusieurs comportements que ça amène, la tristesse. En général, ça ramène à un repli sur soi. D'ailleurs, les personnes tristes ont souvent ce mécanisme psychique de se replier sur elles-mêmes, de plus voir personne, ou d'être tellement accaparées par leur propre tristesse qu'en fait elles pourraient passer à côté de tout ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, finalement, les personnes vraiment dépressives ne sont pas forcément très impactées par le coronavirus, par exemple, à part quand elles l'utilisent pour agrémenter leur tristesse, par exemple. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté repli psychique, parce que pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir faire le deuil, eh bien, il faut être aussi centré sur soi. C'est vraiment une période introspective. Le deuil, c'est une période qui se construit en étant centré sur soi. Les personnes qui, par exemple, ne peuvent pas faire leur deuil tout de suite parce qu'ils doivent s'occuper des autres qui sont aussi dans le deuil, mais généralement, ça décale un petit peu le deuil qui va se faire soit de manière un peu plus diluée dans le temps, soit qui va être juste décalé et ils vont avoir un deuil qui va arriver dès que ça sera propice pour eux, dès qu'ils auront fini de s'occuper des autres, et là, ils vont se prendre le deuil à gérer, et donc là, repli sur soi, voilà. La dépression, j'ai vu qu'il y a une question sur la dépression. La dépression, on peut faire vraiment du lien avec la tristesse parce qu'il y a très souvent ce mécanisme-là dans la dépression. C'est pas le seul mécanisme, mais on a souvent justement ce fonctionnement de repli sur soi, d'introspection, d'égocentrisme. C'est-à-dire vraiment, on est le centre du monde et c'est difficile de s'intéresser à autre chose qu'à soi-même, de perte vraiment de stimulation à part dépressive. Bref, c'est autre chose. La dépression, là, on est vraiment sur une soirée sur les émotions, pas forcément sur les pathologies, mais clairement, dépression et tristesse vont très bien ensemble parce que c'est un peu le même mécanisme et très souvent, c'est associé. Donc, comment expliquer la dépression? Vraiment, ça dépend de comment c'est construit. Ça peut être une dépression réactionnelle ou ça peut être une dépression fonctionnelle. Voilà, c'est vraiment, on fera si vous voulez un petit topo sur la dépression une autre fois, mais là vraiment c'est important de parler des émotions en dehors des pathologies aussi, parce que les émotions ne sont pas une pathologie. On parle vraiment des émotions quand elles sont fonctionnelles, hein. Donc si vous avez de la tristesse, dites-vous ok, qu'est-ce que j'ai perdu? Et des fois comme ça on est triste, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors soit c'est parce qu'on est en train de cacher une autre émotion avec ce masque de tristesse, soit c'est tout simplement parce qu'en fait on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on venait de perdre quelque chose qui était important pour soi. Parce que l'information qu'il y a derrière la perte, c'est qu'on vient de perdre quelque chose, certes, mais on n'est pas toujours triste quand on perd quelque chose, c'est que c'était important pour soi. Alors, comment surmonter la mélancolie? Alors la mélancolie, encore, on est encore du côté plutôt pathologique. Lorsqu'elle est récurrente. Donc si elle est récurrente, la mélancolie, on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la dépression. Et dans ce cas-là, comment on la surmonte? Ça dépend comment elle est construite. On est encore sur le côté pathologique. Quand je suis en dépression, je ne sens pas que je suis égocentrique. Ben non, tu le sens pas justement. Peut-être que les autres pourraient te le dire. Et encore une fois, la dépression, là je parle vraiment de la tristesse. La tristesse, il y a un repli sur soi. Clairement, la dépression, ça dépend comment elle est construite. Et puis on ne peut pas être centré sur soi tout le temps, en fait. Donc il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place dans la dépression. Il y a encore une fois des dépressions qui ne sont pas reliées directement à de la tristesse, qui sont des dépressions fonctionnelles, par exemple. Dans les burn-out, des fois on a une dépression à la fin parce qu'en fait il n'y a juste plus d'énergie. Et du coup, en fait, c'est un manque d'émotion, un manque d'énergie, d'investissement dans les activités. On peut plus, on est en low batterie, quoi. C'est comme votre téléphone, quand il n'y a plus de batterie, vous pouvez plus, quoi. C'est plus fonctionnel. Donc il y a différents types de dépression. Mais voilà, on en parlera une autre fois. Tu as plein de raisons en fait. Ça peut être dû à un manque d'excitation dans la vie de tous les jours. Un problème neuronal au niveau de la dopamine. Oui, tout à fait. Non mais Maxime, t'es étudiant en psycho, c'est pas possible. Donc effectivement, on va parler vraiment des émotions, on va pas forcément parler des pathologies. Voilà, on fera un autre topo sur ça, mais encore une fois,
Les émotions, c'est fonctionnel. Là, quand on parle de pathologie, c'est quand ça l'est plus, en fait. Ça l'est plus vraiment fonctionnel. Ok, la colère. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont déjà parlé plusieurs fois de la colère, du fait qu'ils étaient souvent en colère, du fait qu'ils prenaient mal ceci, cela, qu'ils étaient très réactifs à ce niveau-là. Donc, vous allez voir que c'est très intéressant. La colère, ça donne une information principale, c'est la question de vos limites. C'est-à-dire que dès que vous êtes en colère, ça devrait faire « Youpi, je vais apprendre un truc sur moi, je vais apprendre où sont mes limites ». Parce qu'on n'identifie pas souvent, ou pas tout le temps, où sont nos limites dans la vie. Finalement, il y a les limites qu'on se raconte avoir, et puis il y a les limites qu'on a vraiment. Et ces limites, elles sont... Des fois, on a l'impression qu'elles sont bien définies, mais en fait, elles sont flexibles, elles bougent dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une limite, mais si vous êtes fatigué, bah, finalement, cette limite-là, elle sera peut-être beaucoup moins large. Vous voyez, parce qu'avec la fatigue, on a quand même moins de capacité à gérer les choses. Donc, la colère, quand vous êtes en colère, ça vous donne l'information, encore une fois, qu'une limite a été franchie, soit par l'autre, que l'autre a franchi votre limite, soit que vous-même, vous avez franchi vos propres limites. C'est très 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 fréquent qu'on soit en colère contre soi. Et la plupart du temps, la colère est une émotion à double sens, c'est-à-dire qu'on est en colère contre l'autre d'avoir franchi nos limites, et très souvent on est aussi en colère contre soi d'avoir laissé l'autre franchir nos limites. On peut être aussi en colère contre l'univers d'avoir laissé les choses se faire, contre quelqu'un qui était là d'avoir laissé... Bref, souvent la colère, on a parfois l'impression qu'elle est dirigée vers quelqu'un d'autre. Très souvent, quand on creuse le truc, si on travaillait que la colère qu'on ressent par rapport à l'autre, on passera à côté d'un élément qui est encore plus destructeur, c'est la colère qu'on a par rapport à soi, d'avoir laissé l'autre dépasser ses limites. Alors, l'exemple que j'ai par rapport à la colère, et qui me sert et qui est assez parlant, en tout cas à moi il me parle, alors vous me direz si vous ça vous parle, en général mes patients ça leur parle aussi, c'est un peu comme si vous venez d'emménager dans un quartier, vous avez votre maison et puis à côté il y a un voisin qui a aussi sa maison. Le voisin a une chèvre ou une vache, comme vous voulez. Bon, moi j'aime bien l'idée de la chèvre, mais c'est comme vous voulez. Au début ça se passe bien et la chèvre du voisin est laissée un peu en liberté et en fait à un moment donné, pour une raison X ou Y, elle vient brouter l'herbe dans votre jardin. Si vous allez bien, vous n'avez pas besoin de cette herbe-là, ça ne vous dérange pas, machin, bon, vous laissez faire. Là, il n'y a pas de colère, parce que la limite n'est pas posée, donc elle n'a pas été franchie, tout va bien. Mais par contre, il peut y avoir un moment où ça vous agace. Ça vous agace, ça va commencer à vous énerver, peut-être qu'en plus de venir manger chez vous, peut-être qu'elle laisse des déjections, peu importe, enfin bref. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir de la colère. Contre qui vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en colère contre la chèvre, sachant que c'est une chèvre et en fait elle fait en fonction des limites qu'on lui pose. S'il y avait une barrière, elle ne serait pas venue. Est-ce que vous êtes en colère contre le voisin? Est-ce que vous êtes en colère contre vous, contre l'univers, contre la malchance, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez que c'est assez complexe dans ces moments-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en général, quand les gens justement se sentent très 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 en colère, souvent, ils sont très irascibles et tout ça, souvent, on se rend compte en creusant un peu avec ces personnes-là qu'en fait, elles ne posent pas de limites. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez en vouloir à la terre entière, à la chèvre du voisin et à votre voisin, si finalement vous ne mettez pas, si vous n'identifiez pas clairement votre limite. Mais peut-être qu'avant que la chèvre vienne brouter sur votre herbe, peut-être que vous-même, vous n'aviez pas identifié ces limites. Et c'est le fait que ça génère de la colère chez vous, que ça vous donne l'information que, ah ben oui, si je suis en colère, c'est que c'est pas ok pour moi en fait. C'est que là, en fait, c'est chez moi et j'ai pas envie que la chèvre du voisin vienne sur mon jardin. Mais tant que vous n'êtes pas en colère, ben en fait, vous la laissez faire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ou pas? Dites-moi si c'est un peu nébuleux ou pas. Une histoire de chèvre et de jardin. Et... ça donne un petit peu... on est hors confinement hein, pour le coup. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de... encore une fois, dès que vous avez une émotion, ça doit faire à l'intérieur de vous, youpi, une info sur moi. Et donc, ça va vous permettre d'apprendre vous-même quelles sont vos propres limites, cette colère-là. Et donc, vraiment... d'être vraiment en mode développement personnel dès que vous ressentez quelque chose. Donc soyez vraiment heureux
de vivre toutes ces émotions. Ce qui pose problème, c'est plutôt quand on passe à côté de l'information, qu'on reste sur vraiment la sensation désagréable d'être en colère et qu'on n'en fait rien. C'est-à-dire, je suis en colère, je suis là, sur mon perron de mon jardin, de ma maison, et puis je suis là, je bougonne, nanana, j'en ai marre, le voisin, nanana, mais je mets toujours pas de barrière, hein, c'est-à-dire que finalement, je n'acte rien pour que ça change. Et vous voyez que c'est pour ça que je vous disais que les émotions sont réactionnelles, c'est-à-dire qu'on est censé mettre en place un comportement pour éviter que ça se reproduise. Si vous mettez toujours pas de barrière, si vous parlez pas à votre voisin, si vous faites rien à la chef, que vous lui dites pas, ben finalement, ça va se reproduire. Pourquoi ça serait différent de toute façon? Puisque c'est à vous que ça pose problème, pas à l'autre. Donc, la plupart du temps, quand il y a des gens qui viennent pour me parler de colère, eh ben, je leur dis finalement, déjà, on essaye de voir quelle est la limite qui a été franchie, donc ça leur donne déjà un élément de compréhension sur eux. Et puis, je dis, ok, comment l'autre sait que là, c'est votre limite? Puisque vous-même, avant, vous ne le saviez pas, et que vous ne l'avez pas posé. Alors, des fois, il y a souvent ce truc-là, on en parlait la dernière fois sur le fait de l'autre n'est pas dans votre tête, l'autre ne peut pas savoir si c'est une limite. Il y a souvent ce truc-là de « oui, mais il devrait savoir ». Il devrait savoir que sa chèvre n'a pas à venir brouter dans mon jardin. Oui, mais s'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de limite entre les deux jardins. Peut-être que lui-même pense que c'est chez lui, en fait. On ne sait pas, ou que c'est un terrain vague, ou que il ne peut pas deviner en fait, puis il ne peut même pas deviner, même s'il pense et il sait que c'est votre jardin, il ne peut pas deviner que ça vous pose problème si à un moment donné, il n'y a rien qui exprime ça. Donc, partez du principe que si vous êtes dans une relation où vous ressentez de la colère, déjà prenez l'information de qu'est-ce qui vous met exactement en colère, et puis donnez-vous la peine de faire passer l'information à l'autre. C'est arrivé par exemple à une amie à moi qui était toujours en colère parce qu'on avait une autre amie qui était toujours en retard, mais vraiment très très en retard. Genre elle avait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure quasiment à chaque fois qu'on avait rendez-vous quelque part. Moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai l'habitude d'avoir un temps flexible avec mes amis. Dans le cadre professionnel, c'est un peu différent, mais dans le cadre amical, ça ne me pose pas de problème. Mais cette amie-là, elle était vraiment, ça la mettait très très en colère. Sauf que la personne qui était toujours en retard, elle, c'est son fonctionnement d'être en retard et ça ne lui pose pas de problème et elle est même avec des personnes à qui ça ne pose pas de problème. Donc l'amie en question, elle était en colère contre cette amie qui était toujours en retard, elle était en colère contre moi de ne pas dire à cette amie qu'elle était en retard alors que moi, ça ne me posait pas de problème. Donc à un moment donné, je l'ai invitée à pouvoir dire qu'est-ce qui vraiment la mettait en colère parce qu'au début même, elle ne l'avait pas identifié clairement. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de le dire à cette personne que c'est pas ok pour toi dans ce cas-là. Et c'est là où je fais le lien avec la CNV d'hier, parce que je lui ai appris la CNV pour qu'elle puisse dire à l'autre personne que vraiment ça lui posait un problème quand elle était en retard et que c'était récurrent, que ça lui faisait ressentir certaines émotions, et est-ce qu'il serait possible que cette personne, quand elle a rendez-vous avec elle, se donne la peine d'être à l'heure. Alors, la personne avait aussi un grand besoin de liberté, donc il y a eu une négociation, phase 4. Je vous renvoie à la conférence ou au petit truc d'hier. Mais en tout cas, elles ont réussi à trouver un fonctionnement où il y avait une petite marge de un quart d'heure, 20 minutes. Et tant que c'était là-dedans, les deux étaient d'accord. Donc en fait, ça s'est très bien passé par la suite. Bon, ça arrivait quand même qu'elle soit plus en retard que ça. Mais globalement, ça s'est plutôt bien géré. En tout cas, voilà, la colère, c'est ce que ça engage dans le corps comme réaction. J'imagine que vous l'avez déjà ressenti, c'est une accélération du rythme cardiaque la plupart du temps, c'est une crispation au niveau des mains, par exemple, et on imagine très bien pourquoi, parce que si on est en colère, le but, ça va être de repousser l'autre ou de le détruire, selon, quand on est vraiment en colère. Si quelqu'un, par exemple, vous marche sur le pied, c'est fonctionnel d'avoir un élan de colère qui vienne, et le réflexe, ça va être de pousser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand c'est quelque chose de moins physique que ça, on a aussi ce rapprochement-là. Pareil avec la chèvre dans le jardin, on va avoir tendance à vouloir repousser l'autre. Le problème, c'est quand on a du mal à le faire vraiment de la bonne manière, qu'on a peur du conflit, tout ça, et qu'on a tendance à garder ça à l'intérieur de soi, et du coup, en fait, vu que c'est une grande énergie, la colère, si on ne l'utilise pas, si on ne l'extériorise pas, c'est une énergie qui va tourner à l'intérieur.
Alors c'est très métaphorique, hein, c'est pas vraiment une énergie, on n'est pas sur un vortex énergétique à l'intérieur, mais en tout cas c'est une tension corporelle, physique, physiologique, un surplus hormonal qui va rester à l'intérieur et qui peut faire du dégât sur le long terme. Je vous ai parlé des ulcères, je vous ai parlé, voilà. Donc, encore une fois, la colère, elle est importante à entendre parce qu'elle va vous donner vos propres limites et dans un travail de développement personnel et d'épanouissement de travail sur vous, vous allez voir aussi que ces limites vont pouvoir soit se rigidifier, soit se clarifier, soit se repousser. Si vous avez vraiment tout qui vous met en colère, ben peut-être qu'à un moment donné, ça va vous aider à être plus cool, à lâcher prise, voilà, à être vraiment là-dedans. Donc quand il y a de la colère, c'est une super émotion, notamment c'est une émotion par exemple que j'utilise moi, alors on verra à quel point on peut utiliser les émotions, mais vu que c'est une grande source d'énergie, la colère, puisque ça génère corporellement de l'énergie avec l'adrénaline et tout ça, donc on est vraiment adrénaline, testostérone, on a vraiment un cocktail hormonal qui est un cocktail énergétique. Et ben en fait c'est une émotion qui va être très appréciable, notamment par exemple si vous devez vous battre, c'est sûr, mais si vous faites du sport. Moi je l'utilise très souvent, j'ai des petites sources de colère comme ça que je me garde pour si un jour je dois faire du sport, et ben je me mets en colère et du coup ça me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir me dépasser. Par exemple quelqu'un qui est dépressif mettra pas la même énergie que quelqu'un qui est plutôt colérique dans le sport. Encore une fois, gros cliché, ça dépend des personnes. Voilà. Mais en tout cas, avec de la tristesse, c'est beaucoup plus dur d'investir du sport ou d'investir, voilà, c'est plus compliqué. Mais gardez de temps en temps des petites sources de colère. Même s'il y a quelqu'un qui vous met en colère, dites-vous, ah tiens, je penserai à lui la prochaine fois que je vais faire du sport, comme ça je pourrais bien me dépenser. Ça peut être une super source d'énergie. Pareil, le matin, si vous avez besoin d'énergie, vous pensez à quelqu'un vraiment qui vous met la rage ou alors à une valeur, parce que je parle de limite, mais ça peut être la limite de vos valeurs, des valeurs qui vraiment, si on y touche, ça vous met la rage, et là, ça va vous donner l'énergie de bouger, l'énergie de repousser vos limites. Donc, ensuite, on a la surprise, qui est une très belle émotion aussi. Alors c'est une des émotions qui est censée durer le moins longtemps, parce qu'on ne peut pas être surpris pendant des heures. Vous voyez le truc. Souvent, elle se transforme assez rapidement en une autre émotion, qui peut être hop, je suis surprise et ça va me mettre en colère, ou alors hop, je suis surprise et ça, je vais être triste. Ou alors, vous voyez, c'est vraiment une émotion de transition encore plus que les autres. Elle est vraiment pas censée durer longtemps. Quand elle est trop forte, par contre, on peut rentrer dans des processus de stupéfaction, comme dans la peur, c'est-à-dire qu'on peut être pétrifié et à un moment donné, ça bug vraiment. C'est trop de surprises, trop surprenant, le cerveau n'arrive pas à intégrer toute l'information et dans ce cas-là, on peut avoir vraiment un vrai bug. Alors, j'ai plus de commentaires qui s'affichent, donc je ne sais pas si c'est que y a... Ah, bah si, je les avais pas vus. Dites-moi hein, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Donc la surprise, c'est vraiment une réaction à l'inattendu. Donc si vous êtes surprise, ou si vous êtes surpris, prenez l'info que « Ah tiens, je m'y attendais pas ». Qu'est-ce qui fait que je m'y attendais pas? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans la situation? Ça va vraiment vous donner de l'information sur ça. Donc on va être vraiment sur ce genre de choses. En général, quand on est surpris, on a un faciès au niveau du visage qui est un faciès d'ouverture. Par exemple, on va être comme ça. Vous voyez, les yeux écarquillés, les oreilles comme ça, qui se dressent pour capter un maximum d'informations, la bouche ouverte, vraiment un truc d'ouverture, quoi. On est encore une fois exactement dans ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que vu que c'est inattendu, le cerveau va aller chercher de l'information et donc ouvrir tous les canaux sensoriels pour capter un maximum d'informations, pour savoir comment réagir et savoir quelle émotion mettre en place juste après. Donc, ouverture, j'en parle pas à 50 ans de cette émotion parce que concrètement, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est vraiment une émotion qui est très fugace et en même temps, en décryptage et en analyse comportementale, elle est super intéressante parce que ça permet justement de voir si la personne s'attendait à ce qu'on lui a dit ou pas. Et du coup, de voir si la réaction et la réponse est une réponse construite
au préalable, donc si on est sur quelque chose de l'ordre du mensonge, ou une réaction vraie. En fait. C'est quasiment impossible de feindre de manière efficace la surprise. C'est ce qui vous arrive quand on vous a déjà prévenu que vous alliez avoir un anniversaire surprise. Vous arrivez, vous faites « Ah, merci! Ah, mais je m'y attendais pas !» Ça fait faux, quoi, à un moment donné. Donc cette émotion est vraiment une émotion hyper fugace, mais hyper intéressante aussi à décrypter pour comprendre l'autre. Autre émotion, le dégoût. Je vous en ai parlé. Alors, encore une fois, dans Vice Versa, je suis très contente qu'ils aient mis cette émotion-là parce qu'en fait, souvent, on l'oublie, cette émotion-là. On l'identifie des fois même pas comme étant une émotion. Cette émotion, elle vous donne une information. Et cette information, c'est qu'effectivement, il y a un risque lié à l'environnement ou à soi-même, un risque qui est un risque d'empoisonnement. Vous voyez, un environnement toxique. Souvent, on est dégoûté par des choses qui, a priori, dans notre cerveau, sont référencées comme étant toxiques ou vraiment nocives, quoi, vraiment pour la personne. Alors, ça peut être des situations, ça peut être des aliments qui peuvent créer cette notion de dégoût. Ça ne veut pas dire que le risque est réel, hein, mais ça veut dire que par rapport à notre base de données, c'est encrypté comme quelque chose de potentiellement dangereux, quoi. Mais pas dangereux agressif, mais dangereux sur le long terme ou dangereux par rapport au dosage, vous voyez, ce genre de choses. Mais ça peut être des situations sociales aussi. On peut être très facilement dégoûté par une personne ou parce qu'en fait on sent qu'il y a quelque chose qui est soit pas clair, soit clairement nocive, et du coup peut y avoir ce genre de dégoût qui se met en place. Donc en général, face à du dégoût, il y a soit de la fuite, pareil, soit du rejet qui peut se mettre en place, du rejet de la situation, du rejet de la personne, de l'aliment, voilà, c'est ce que ça doit engager. En gros, en général, le dégoût, on est plutôt sur une fermeture, une tête qui se ferme, avec les yeux comme ça, avec la tête qui se détourne, avec la bouche qui se pince, avec même le nez qui se ferme. Tout se ferme, on est vraiment sur de la fermeture. Et donc, quand il y a quelqu'un qui exprime ce genre d'émotion-là, dites-vous, potentiellement, il est peut-être en train de réagir à quelque chose qui est encrypté comme nocif. Et donc, ça peut avoir un lien avec son histoire, avec ses croyances, avec... voilà, donc c'est pas l'émotion qui est la plus qui est la plus intéressante pour vous, je pense. En thérapie, on l'a très souvent, notamment quand ça se pose sur des choses qui sont en lien avec des objectifs des personnes, par exemple des gens qui viennent parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils gagnent pas d'argent, et puis en fait on leur fait parler sur l'argent et on voit qu'il y a cette notion de dégoût. Dans ce cas-là, ils peuvent pas aller vers le fait de gagner de l'argent si ça les dégoûte quelque part, que ça soit en lien avec leurs croyances familiales, ouais, on est très souvent sur les croyances familiales par rapport à cette thématique-là. Ok, ensuite, donc, on a le mépris. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, le mépris, on est au niveau comportemental, analyse comportementale et des micro-expressions faciales, c'est un peu comme si vous tracez une ligne entre partie droite, partie gauche, et vous allez avoir une partie du visage qui sourit, voilà, une partie qui sourit, et l'autre partie qui est en mode, vous voyez, ça fait un truc un peu comme ça, quoi. Vous voyez, un petit décalage, quoi. Ma tête de mépris était magnifique. C'est vraiment horrible. Ça permet de voir si la personne est totalement cohérente entre ce qu'elle est en train d'exprimer et ce qu'elle ressent vraiment, ce qu'elle pense vraiment. Et donc ça, c'est une émotion, le mépris, qu'on ressent quand on a compris quelque chose, mais qu'on ne veut pas le montrer, par exemple. Et on est souvent dans des enjeux sociaux. On a rarement du mépris par rapport à un animal ou par rapport à une situation quelconque. C'est une expression très sociale, c'est une émotion très sociale, celle-là. Donc, et la joie, très importante, la joie. Alors la joie, elle est très intéressante parce que c'est la seule émotion qui a pour but, de reproduire la situation dans laquelle elle s'est exprimée. Donc tout à l'heure, on me demandait, mais pourquoi il n'y a que des émotions négatives? Alors encore une fois, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, mais vu que la joie permet
de valider une situation. Par exemple, je sais pas, vous étiez avec des amis, vous étiez bien, hop, vous avez ressenti de la joie parce que justement il n'y avait pas de peur, pas de tristesse, pas de colère, tout était ok, c'était agréable et tout ça, vous avez ressenti de la joie. Et bien dans votre cerveau, ça va valider, grâce à cette émotion et grâce à ce cocktail émotionnel, que cette situation-là, elle est ok et que quand on en a besoin, il suffit juste de la reproduire pour ressentir de nouveau de la joie. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir 50 émotions positives pour ça, pour valider des situations. Il en suffit d'une, parce que c'est la seule émotion, encore une fois, qui va permettre de reproduire des situations. Et c'est pour ça que quand je travaille avec des enseignants, la plupart du temps, je leur explique que s'ils veulent que leurs élèves refassent les exercices chez eux, qu'ils apprennent, qu'ils soient à un moment donné, il faut qu'il y ait de la joie. Il faut qu'à un moment donné, dans l'œil de l'élève, il y ait de la joie. Et il peut y avoir ça, notamment relié à de la surprise, quand il y a de la curiosité. Donc là on est vraiment sur, quand il y a de la joie, il y a le visage avec vraiment, en général, le sourire, ou au moins la bouche qui sourit, tout est ouvert en fait. C'est ouvert pas en mode surprise, mais c'est ouvert en mode ouh, c'est détendu, ouvert. Vous voyez, il n'y a pas de tension, c'est juste ouvert et c'est un très très bon signal pour le cerveau. Donc je vous disais qu'il y avait donc des émotions de base, donc c'est les émotions de Paul Ekman, enfin décrites par Paul Ekman et par tant d'autres que je viens de vous décrire. Et puis il y a des émotions composites. Donc ça c'est vraiment les émotions de base. Et les émotions composites qui sont très 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 souvent celles qu'on m'amène en thérapie, que sont par exemple la honte, la culpabilité, la nostalgie. J'avais marqué quoi, honte, nostalgie, culpabilité, c'est surtout celles-là qu'on m'amène en cabinet et qui sont encore une fois des mélanges d'émotions. Par exemple, la nostalgie, c'est en même temps de la tristesse et en même temps de la joie. On est triste de ne plus être dans la situation dans laquelle on a ressenti de la joie. C'est la nostalgie. Et donc vous voyez que finalement, il y a plein d'émotions comme ça, qui sont des émotions qu'on ressent dans un deuxième coup, qui ne sont pas des émotions directement liées à une situation actuelle, présente et immédiate, mais qui sont des émotions qu'on ressent parce qu'il s'est passé quelque chose entre la situation et notre ressenti. La culpabilité, très souvent, on est sur une première émotion qui est venue dans une situation. Par exemple, j'ai pris une tablette de chocolat et je me suis vraiment fait plaisir, je l'ai mangée en entière. Par exemple, moi je suis très gourmande, donc j'adore le chocolat, donc ça m'arrive. Donc j'ai pris du plaisir à ça, et le fait d'avoir ressenti du plaisir à faire ce truc que je sais quelque part être pas forcément bon pour ma santé, une fois que ça passe par la case, la case qui va pouvoir analyser la situation, et non pas vivre la situation mais l'analyser, donc une case un petit peu en recul, et bien cette case là va dire oh c'est pas bien, et du coup le fait de me dire que c'est pas bien, ça va créer la culpabilité. Donc c'est vraiment, on est toujours dans des émotions en plusieurs temps. Et en général, le fait de ressentir la culpabilité fait augmenter le niveau de stress ou la colère, ou peu importe. Et puis, en général, on retombe dans les comportements compulsifs. Par exemple, si je repars sur le chocolat, et si j'avais une consommation compulsive de chocolat, il y aurait tablette de chocolat, plaisir, culpabilité, colère, par exemple, donc angoisse, puis de nouveau tablette de chocolat, donc comportement. Et donc, faut-il toujours... Alors, il y a plusieurs questions dont je reviendrai. Enfin, vous voyez que finalement, ça peut être des émotions en chaîne. Donc, l'intérêt d'être dans l'accueil de ces émotions, on va parler maintenant de la gestion des émotions. Donc, très souvent, les gens viennent pour gérer leurs émotions, quelles qu'elles soient, la tristesse, la peur, la colère. Bon, ils viennent rarement parce qu'ils ont trop de joie. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Mais en général, quand ils viennent pour gérer leurs émotions, ils viennent avec cette histoire que la gestion, c'est du contrôle. Ils veulent contrôler leurs émotions, ils veulent la maîtriser, ils veulent que ça ne s'exprime pas trop, ils veulent que... et en général, gestion des émotions, comme gestion du stress, il y a cette notion de contrôle. Et moi, je leur explique qu'en fait, s'ils sont dans le contrôle de leurs émotions, ils vont passer à côté de l'information. Et oui, certes, on peut apprendre à contrôler ses émotions pendant un temps, mais comme les émotions, c'est un peu comme mon fils de 3 ans, si j'essaye de faire comme s'il n'était pas là,
et que je continue à être fonctionnelle, par exemple, je continue à faire la vaisselle ou à parler avec quelqu'un alors qu'il a quelque chose de très important à me dire, à un moment donné, je ne pourrai plus le faire taire, il aura juste besoin de s'exprimer et ça va prendre des proportions de fou. Donc, faut-il toujours exprimer ses émotions? Oui et non. On peut très bien ne pas les exprimer pendant un temps pour que ça soit fonctionnel, parce que des fois, la situation ne s'y prête pas. C'est peut-être pas la bonne personne, peut-être qu'on se met en danger en parlant de ses émotions à une personne en particulier, ou peut-être que c'est juste pas le bon moment parce qu'on a juste envie de pleurer, mais il y a un examen à passer. Donc, arriver à gérer ses émotions, à les contrôler pendant un temps, ça peut être tout à fait fonctionnel. Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui devait justement passer des examens, sauf qu'il venait de perdre son père, mais il n'avait pas envie de ne pas aller faire ses examens parce que son père lui avait dit d'y aller avant de mourir. Enfin bref, c'était une histoire un peu compliquée. Et bien, on a été sur du contrôle de l'émotion pour qu'il puisse être fonctionnel. Et après, par contre, il savait qu'il devrait gérer cette émotion-là du deuil. On avait déjà prévu ce qu'il fallait pour pouvoir le gérer après, mais il était venu vraiment pour réussir à contrôler son émotion. Le contrôle, ça marche un temps. Ça ne peut pas marcher éternellement. On ne peut pas mettre le couvercle comme ça sur la cocotte qui est en train de bouillir, c'est pas possible. Sauf si c'est qu'une toute petite émotion qui est reliée à aucune autre, qui n'est pas répétitive. Sauf qu'en général, quand on est énervé par quelque chose, ou quand on est triste de quelque chose, c'est des choses qui vont probablement se représenter. Par exemple, concrètement, la chèvre du voisin, bah oui, je vais prendre sur moi une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, c'est une chèvre, c'est normal qu'elle vienne me brouter si l'herbe elle est chouette dans mon jardin, quoi. Donc, bien évidemment, gérer ses émotions, c'est déjà premièrement, et c'était dit dans les commentaires plus haut, bravo à celui qui l'a mis, c'est déjà les accueillir. Les accueillir, c'est juste déjà être ok avec le fait qu'elles soient là. De pouvoir leur dire, ok, bah, je suis triste, bon, ben, bienvenue tristesse, je t'en prie, installe-toi. Vraiment, pour ceux qui ont vu vice versa, faites vraiment comme si c'était des petits personnages à l'intérieur de vous, ça marche très bien. Déjà de les accueillir, dire, bah, ils ont le droit d'exister. De toute façon, il faut qu'ils existent, sinon vous n'êtes pas humain. Les émotions, encore une fois, j'allais dire, c'est le propre de l'être humain, mais non, puisque d'autres animaux l'ont, mais ça participe de votre humanité. Donc, déjà d'être en mode, je les accueille, ces émotions. Je ne vais pas de suite les repousser, les rejeter, non, les accueillir, dire, ok, bah, c'est ok d'avoir des émotions, concrètement. Au plus, vous serez ok avec le fait d'avoir des émotions, au moins, elles vont s'exprimer de manière forte. Vous voyez, c'est un peu comme mon fils de 3 ans, concrètement. Donc, ensuite, c'est de les reconnaître. Pour les reconnaître, encore une fois, basez-vous parfois sur les sensations du corps. Ben, qu'est-ce que je ressens? Parce que des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent. Des fois, on est juste mal. On ressent le stress parce qu'il y a trop d'émotions, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. On ne sait pas si on est triste, on ne sait pas si on est joyeux, on ne sait pas... Et il y a des gens qui sont mal d'être trop joyeux, hein, concrètement. Hein, par exemple, trop de bonheur, ça peut créer un stress énorme, en fait. Ou de la peur. Ben, j'ai peur d'être trop heureux. Parce que si ça dure pas, parce que... Voilà, donc ça peut, même la joie peut entraîner d'autres émotions. Donc déjà de les reconnaître. Donc avec tous les éléments que je vous ai donnés, déjà normalement vous devriez être plus au clair avec les signes qui vous donnent de l'information sur quelle est l'émotion que vous êtes en train de ressentir. Ensuite, une fois que vous l'avez reconnu, ben, c'est de l'accepter. Encore une fois, on est encore sur du c'est ok. Ben, je suis en colère, c'est ok. Je suis triste, c'est ok. Voilà. D'être vraiment ok avec le fait de ressentir ça, parce que ça vous donne de l'information. Encore une fois, le but, c'est de prendre l'information. Sinon, vous allez juste vivre des émotions pour rien. Vous voyez? Et puis après, c'est de les utiliser. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise très, très, très fréquemment la colère, vu que ça génère de l'énergie pour faire du sport, ou pour me lancer dans des projets, ou pour... Peu importe. Des fois, on entend ça aussi sur les accouchements. On dit, allez, madame, énervez-vous un petit peu, comme ça vous donne de la force. Non, non, non. Ben voilà. Vous mettre en colère quand vous accouchez, à voir si c'est vraiment cette émotion-là que vous avez envie de ressentir à ce moment-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est de prendre l'énergie qu'il y a derrière. Les utiliser, c'est aussi, pourquoi pas, d'utiliser le mécanisme. Par exemple, il y a des personnes avec qui, quand ils ont l'habitude de se sentir très très facilement coupables dans certaines situations, et bien des fois en thérapie, je me sers de ce comportement
ou de cette capacité à se sentir coupable pour l'utiliser dans le bon sens pour permettre à la personne d'atteindre son objectif. Exemple, bateau, quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui me dit qu'il veut arrêter de fumer mais il n'y arrive pas. J'essaie de chercher ce qui est vraiment important pour lui. Si c'est par exemple, je sais pas, son conjoint, sa conjointe ou ses enfants ou peu importe, et bien dans ce cas-là, je vais utiliser la culpabilité pour faire un lien entre ce qui est vraiment important pour lui et son objectif. En l'occurrence, là, ça pourrait être, je sais pas, ça vous dérange pas de gâcher vos années de vie, les années de vie que vous êtes en train de priver à vos enfants, à votre conjoint, que vous ne pourrez pas partager avec eux. Voilà. Donc ça, je suis un peu provoque hein, dans mon accompagnement, mais c'est toujours stratégiquement utilisé sur le fonctionnement de la personne. Il y a des personnes qui ne fonctionnent pas du tout à la culpabilité, mais je trouve ça tellement dommage de ne pas utiliser cette capacité dans le bon sens et dans l'intérêt de la personne. Encore une fois, c'est une faculté, la culpabilité. Hein. Il y a plein de gens qui vous diront ça sert à rien, il ne faut pas culpabiliser. Non, il faut juste bien l'utiliser. La culpabilité, c'est vraiment très 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 puissant pour réussir à dépasser des difficultés ou à donner du sens, du sens par rapport aux valeurs et aux choses qui sont vraiment très ancrées en nous. Vraiment, c'est hyper hyper intéressant. Donc, il faut apprendre à utiliser ses émotions. Par exemple, si vous êtes triste, prenez l'information que c'est parce que probablement vous avez perdu quelque chose qui était importante pour vous. Et si cette personne ou cette chose était très importante pour vous, eh bien, trouvez comment remettre de ça dans votre vie. Par exemple, si je suis triste que les vacances soient finies, oui, parce qu'il y a des personnes avec qui il faut faire vraiment un deuil des vacances. C'est un truc qui se passe normalement assez rapidement, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans les vacances qui risque de leur manquer ou que vraiment ils sont tristes d'avoir perdu, et comment mettre de ça un petit peu au quotidien, ou comment juste valider qu'en fait c'est parce qu'ils aiment ça. Être triste dans un deuil, en fait c'est beau aussi, ça veut dire à quel point vous aimiez la personne, et de se rendre compte qu'en fait ça veut dire à quel point on aimait la personne. Du coup, ça change la valeur de cette émotion. C'est pas en mode oh là là, je suis triste, c'est nul d'être triste, machin, machin. En fait, c'est beau d'aimer quelqu'un. Il y a des tristesses qui sont très belles. Il y a beaucoup de beauté en fait aussi dans la tristesse quand on la voit avec un autre point de vue. Alors moi, encore une fois, hein, je suis très positive, donc je vois le potentiel derrière toute situation, et notamment derrière cette émotion de tristesse. En général, il y a des choses très très belles. Ça dit des choses très très belles des personnes. La colère, ça dit des choses très très belles aussi des personnes en termes de valeur, de ce qui est important pour elles, de leur capacité à déplacer des montagnes. Et là, des fois, il y a des gens en colère, mais s'ils mettaient le quart de cette énergie au service de ce qui est vraiment important pour eux, et s'ils assumaient ça, ça pourrait donner des choses merveilleuses. Donc vraiment, le but de gérer les émotions, c'est déjà de les accueillir. Alors soit d'apprendre à les contrôler pendant un temps. Alors la respiration peut aider, il y a plein de petits protocoles qu'on peut faire en hypnose pour pouvoir justement mettre la colère dans une boîte, ou mettre, peu importe, la tristesse dans un nuage. Enfin bref, avec les métaphores ça marche très très bien. Je vous expliquerai d'ailleurs si vous voulez un jour comment fonctionne l'hypnose. Vous verrez que c'est finalement hyper simple. Mais en tout cas, il y a des protocoles ou des petits exercices qu'on peut faire pour contrôler ces émotions, mais ça ne marche qu'un temps. Et en général, je dis aux gens de ne pas l'utiliser trop souvent, et à un moment donné, de faire face à ces émotions, vraiment de les accueillir. Il y a un livre qui s'appelle Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, bonjour colère, bonjour joie, bienvenue, je t'en prie, assieds-toi, on va discuter. Donne-moi ton information qui a l'air si importante pour toi que tu cries comme ça de manière aussi énorme. Et donc le but, ça va être vraiment d'être dans l'accueil de ce fonctionnement qui est encore une fois un fonctionnement qui va vous aider à vraiment à grandir en fait, à pas subir vos émotions, mais vraiment à vivre avec, à vraiment les utiliser, vivre avec, à en faire un super pouvoir. Souvent, les gens passent à côté du super pouvoir de leurs émotions en fait. C'est une force. En fait, les émotions. Encore une fois, les gens qui n'ont pas d'émotions, c'est très 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 difficile. Ils n'arrivent pas à bouger, ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement pour faire des choses.
sont généralement un peu déconnectés de la réalité et d'eux-mêmes. Enfin bref, c'est très compliqué. Vous avez des émotions, et ben c'est génial. Il faut juste apprendre à les utiliser. Au plus vous allez les utiliser de la bonne manière, un peu comme un super-héros qui apprendrait à découvrir son super-pouvoir et à l'utiliser, et ben il peut faire des trucs géniaux, enfin des choses extraordinaires avec. S'il ne l'utilise pas, ben il risque juste de tout faire flamber, de tout faire cramer dès que ça va le dépasser, dès que ça va le déborder. Donc c'est votre super-pouvoir, les émotions. À vous d'identifier quelles sont vos émotions de base et d'accueillir finalement toutes sortes d'émotions. Et s'il y a des émotions avec lesquelles vous n'êtes vraiment pas à l'aise, apprenez à les apprivoiser, à leur laisser de la place. Si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, avec la colère, encore une fois, c'est une émotion en France, on est on est très mal à l'aise avec cette émotion-là. Si vous êtes mal à l'aise avec la colère, pourquoi pas faire une démarche justement pour apprendre à l'apprivoiser, apprendre à la gérer, apprendre à en faire une force en fait. Encore une fois, ça vous donne une info sur c'est ok pour moi, c'est pas ok pour moi, et ça va vous aider à vous positionner de manière juste par rapport à vous. Et à transmettre l'information à l'autre pour qu'il puisse savoir comment se comporter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit propos sur les émotions? Encore une fois, je vous invite à re-regarder la série Lie to Me si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous l'avez déjà vue. N'hésitez pas. Les émotions, c'est vraiment ce qui va permettre à la thérapie de marcher, hein, ou à n'importe quel apprentissage de se faire. C'est vraiment la base, quoi. Vraiment, je vous invite à utiliser vos émotions et à vous créer des émotions. On parlera aussi des gens qui sont dopés à l'émotion et qui s'en créent de manière cyclique pour se mettre en mouvement, en fait. On en parlera une autre fois. Bon, alors je compte bien regarder Lie to Me de nouveau. Et oui, mais carrément, mais même moi en en parlant, ça me redonne envie de regarder quelques épisodes, notamment les premiers qui sont juste merveilleux, délicieux, même j'aurais tendance à dire. Ok, j'espère que ça vous a intéressé ce propos sur les émotions. Pour la colère, par exemple, je suis en colère d'être tout le temps malade. Et ouais. Mais du coup, ça dit quoi de toi, en fait? Pas de questions spécifiques, merci beaucoup, c'était très clair. Comment l'utiliser? La colère? Manuela? Alors, je reviens un peu. Pour la colère, par exemple, je suis en colère d'être tout le temps malade. Donc, l'utiliser en positif par rapport à toi, Manuela, c'est par exemple te poser la question, en fait, quelle est la limite qui est franchie et par qui? Peut-être que justement, tu es peut-être en colère contre la maladie, ou contre les maladies en général, tu es peut-être en colère contre ton corps de ne pas réussir à gérer, tu es peut-être en colère contre toi de ne pas faire ce qu'il faut pour toi pour être en bonne santé. Faut voir vraiment de quoi ça parle en fait, quelle est la limite qui n'est pas ok pour toi et qui a été franchie par toi ou par les autres. Et une fois que tu sauras en fait quelle est cette limite-là, et ben ça donnera plein d'indications sur quoi faire pour pouvoir gérer ça. Soit d'apprendre à être ok avec le fait que ton corps n'est peut-être pas un super corps qui peut gérer tout et son contraire. Mais voilà, c'est vraiment Manuela, ça demanderait de creuser un petit peu sur qu'est-ce qui se passe exactement et contre qui tu es en colère. Et si c'est contre ton corps, probablement que ça s'exprime dans d'autres situations que celui de la maladie. À voir, le rapport au corps. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et je vous laisse sur ça. Moi je vais aller finir de fêter mon anniversaire avec mes proches et je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Je donnerai les thèmes aux responsables du site parce que je ne les ai pas encore définis, je ne suis pas encore totalement sûre de mon choix. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'en parler de manière un peu plus individualisée. Bonne soirée à tous, au revoir.